Alors nous sommes très heureux de retrouver le docteur Fabien Almerac, neurochirurgien au CHU de Nice, pour une très belle présentation de son étude de la connectivité cérébrale avec le support des techniques modernes impressionnantes d'imagerie et d'exploration électrique et évidemment des techniques aussi de neurochirurgie. Docteur Almerac, on vous écoute avec beaucoup d'attention. Merci de m'accueillir à nouveau. Donc, je vais vous présenter là un travail collaboratif avec l'équipe Athéna de l'INRIA qui vise à étudier des techniques d'imagerie et de conduction du cerveau. Mais avant d'en arriver au protocole et à nos résultats, il faut que l'on remonte un peu en arrière pour essayer de comprendre pourquoi on opère les patients d'une tumeur cérébrale et comment on le fait. Donc déjà, qui sont les patients opérés? Quelles sont les indications opératoires? En principe et en général, il y a deux grandes catégories de tumeurs cérébrales que l'on opère. Les patients qui ont une métastase cérébrale, c'est-à-dire par exemple un patient comme ici qui a un cancer du poumon, et une cellule va aller se localiser au niveau du cerveau, va se développer et former la métastase. L'autre grande catégorie de tumeurs cérébrales que l'on opère, ce sont les gliomes, sont les tumeurs de la glie, un constituant du cerveau. Ce sont donc des tumeurs primitives du cerveau qui se développent progressivement et de manière infiltrante dans le cerveau, de sorte qu'il n'y a pas de limite nette entre la tumeur et le cerveau lui-même. On peut bien sûr opérer d'autres types de tumeurs cérébrales, mais les deux plus fréquentes sont celles-ci. Les métastases, qui viennent en majorité du cancer du poumon, du sein ou des mélanomes de la peau, sont des tumeurs plutôt bien limitées au niveau du cerveau. Il y a une limite nette entre la tumeur elle-même, comme on peut le voir sur ces deux exemples, et le cerveau lui-même. Donc la difficulté n'est pas tellement dans la façon d'enlever cette tumeur, mais plutôt d'y accéder, puisque comme on peut le voir aussi dans ces deux exemples, ces deux tumeurs sont localisées dans des zones importantes comme ici pour la motricité et ici pour le langage. Les gliomes ne sont pas du tout le même type de tumeur, il n'y a pas du tout les mêmes contraintes sur le plan chirurgical. Ce sont des tumeurs infiltrantes, sans limite nette avec le cerveau, comme je vous le disais tout à l'heure, qui concernent du coup une région cérébrale. Et donc c'est une région cérébrale qu'il faut enlever lorsque l'on veut enlever un gliome. Pourquoi les enlever? C'est le traitement de référence de la plupart de ces tumeurs-là. Il a déjà été démontré à de multiples reprises dans la littérature que plus on enlève de tumeurs, que ce soit des métastases ou des gliomes, meilleure est la survie des patients et meilleure est leur qualité de vie derrière. Mais enlever une tumeur cérébrale, ça veut dire traverser du cerveau, enlever aussi une partie du cerveau, ce qui peut être dangereux puisqu'on peut altérer le tissu nerveux, on peut abîmer le cerveau et donc provoquer des déficits neurologiques et donc altérer la qualité de vie des patients. Donc, on peut enlever les tumeurs cérébrales, mais pas à n'importe quel prix. Il faut absolument préserver les fonctions neurologiques des patients. Fonctions neurologiques qui sont supportées par le cortex, comme on le sait déjà depuis environ 2 siècles. Mais maintenant, c'est modélisé par des appareils modernes d'imagerie et des modélisations mathématiques. Le cortex du cerveau est fonctionnel, sert à beaucoup de choses de l'organisme et aux fonctions conscientes. Sous le cortex, il y a ce que l'on appelle la substance blanche, qui est la majeure partie du cerveau. La substance blanche contient et est formée de fibres comme des tuyaux électriques. Ces tuyaux relient une aire corticale à une autre et permet, par son bon fonctionnement, un fonctionnement synchrone du cerveau. Il est bien évident que si on coupe un de ces conduits, un de ces tuyaux, ça va induire un déficit neurologique important parce que ça va déséquilibrer une bonne partie du cerveau et donc conduire à des troubles neurologiques graves et la plupart du temps pérennes. Donc il existe une nécessité absolue de préserver ces faisceaux électriques, de préserver cette connectivité lorsque l'on envisage une chirurgie de tumeur cérébrale. Et enfin, il existe ce que l'on appelle les variations interindividuelles, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un cerveau identique à un autre. Ici, vous avez une représentation schématique du cerveau gauche de 730 sujets sains qui ont réalisé une épreuve de langage sous IRM. Et on se rend compte que tous les points là que l'on voit, vert, rouge, bleu, qui sont sur l'hémisphère gauche du cerveau, sont d'une part répartis sur une bonne partie du cerveau,
Et d'autre part, il y a beaucoup de points qui se sont allumés pour ces 730 sujets. Donc, ce qui veut bien dire qu'une fonction simple, entre guillemets, comme le langage, est répartie déjà sur une bonne partie du cerveau. Et c'est le fonctionnement synchrone de tout ce cerveau qui permet à la fonction de langage d'être effective. Autrefois, on considérait qu'il n'y avait qu'une petite zone ici du langage qui fonctionnait et une autre zone ici pour la compréhension. On voit bien que c'est faux et ces théories qui datent du 19e siècle sont désormais désuètes. Alors, comment intégrer tous ces paramètres au bloc opératoire pour opérer les patients, alors déjà pour enlever le maximum de tumeurs et bien sûr pour épargner leur cerveau, épargner leur connectivité et prendre en considération ces paramètres de variation interindividuelle. Nous disposons de plusieurs outils, notamment la chirurgie éveillée avec la stimulation électrique directe du cerveau. On va voir une vidéo tout à l'heure qui montre le fonctionnement de cette technique-là. On dispose d'autres outils qui permettent d'identifier plus facilement les limites tumorales par rapport au cerveau sain, ce qui représente quand même une grande partie de notre challenge chirurgical, notamment la neuronavigation qui consiste à pouvoir injecter au bloc opératoire l'IRM que le patient a réalisé avant et de suivre en temps réel l'endroit exact où on se situe dans le cerveau. Mais il existe également l'échographie qui permet de bien différencier la tumeur du reste du cerveau au niveau d'une région anatomique, l'IRM per-opératoire qui permet de faire l'IRM pendant l'opération et la fluorescence qui permet de distinguer globalement les cellules tumorales du cerveau sain. Tous ces outils ont des limites qui font qu'on ne peut pas se baser uniquement sur l'un ou l'autre, ou voire même les cumuler pour opérer correctement les patients. En général, il faut considérer les informations de manière relative quand on opère ces patients. La chirurgie éveillée avec stimulation électrique directe du cerveau est la méthode de référence. C'est la méthode de référence car elle permet de tester en temps réel, au bloc opératoire, les fonctions cérébrales du patient, en général sous contrôle d'un spécialiste du langage, d'une orthophoniste ou d'un neuropsychologue en fonction des fonctions testées. Cela permet d'augmenter la qualité d'exérèse, c'est-à-dire d'augmenter la surface de tumeur réséquée, enlevée, tout en minimisant les séquelles neurologiques puisqu'on épargne le cerveau identifié comme étant fonctionnel. Cette technique s'adresse à tous les patients qui n'ont pas ou peu de troubles neurologiques et donc qui peuvent faire les tests pendant l'opération, qui ne sont pas perturbés par leur déficit de langage, de motricité visuelle, etc. et qui n'ont pas de contre-indication à la chirurgie éveillée, contre-indications qui sont un âge avancé, les problèmes respiratoires, tout ce qui peut empêcher et interférer avec la position, la technique d'intubation, etc. On va voir ça tout à l'heure dans la vidéo. On peut opérer les patients atteints de tout type de tumeurs cérébrales, en priorité les gliomes dits de bas grade de malignité, puisque ce sont les patients qui en bénéficient le plus de cette chirurgie. Et en plus, ces gliomes sont localisés la plupart du temps dans des zones fonctionnelles, comme ici on peut le voir pour le langage ou d'autres fonctions cognitives, ou ici pour la motricité, la sensibilité du corps gauche, de l'hémicorps gauche. Là, ce gliome est situé dans les régions langagières et de motricité du visage. Mais on peut également opérer des patients qui ont une métastase, comme ici ce patient qui avait une métastase profonde. Là, l'idée n'est pas de tester son cerveau pendant qu'on enlève la tumeur, mais plutôt d'évaluer le meilleur chemin d'accès à la tumeur, qui n'est pas forcément le chemin le plus direct, c'est celui surtout qui évite tous les faisceaux et toutes les aires corticales fonctionnelles. Même chose pour ce cavernome qui n'est pas une tumeur, mais une malformation vasculaire qui est mal située en plein dans les régions, dans les réseaux visuels. Donc là, nous allons voir une vidéo que nous avons réalisée avec Serena Santucci du FHU InnovPain il y a 2 ans, à l'occasion d'une journée du cerveau, qui montre le cas d'un patient de 35 ans qu'on a opéré d'un gliome de bas grade frontal gauche en condition éveillée. Là, c'est la phase d'installation. Le patient dort, il est installé sur le côté droit. On fait l'anesthésie locale de la peau. Une fois que les champs sont positionnés, comme pour une opération standard du cerveau, on ouvre toutes les couches jusqu'au cerveau, donc là la peau, puis le muscle temporal dessous. Ensuite, il y a l'os de la boîte crânienne dessous. Alors, âme sensible, s'abstenir, bien sûr. Là, on décolle la boîte crânienne et on arrive sur la méninge et le cerveau dessous. On fait encore un petit coup d'anesthésie locale. On réveille le patient. Pendant cette phase de réveil, nous faisons nos réglages
derrière. Notamment, on repère bien les limites anatomiques, on va dire, en faisant l'échographie. On calibre la stimulation électrique pour atteindre l'intensité de stimulation minimale, mais qui provoque des réponses. Et donc là, nous avons l'orthophoniste qui réalise les tests devant le patient. Le patient fait un mouvement continu du bras et en même temps dénomme les images, ou ici, il relie des images entre elles, et nous, en parallèle, on réalise la cartographie, c'est-à-dire qu'on stimule le courant électrique, et dès qu'on trouve une erreur, on met une étiquette, comme ici, qu'il faudra bien entendu épargner. Donc on va pouvoir enlever tout ce qu'il y a autour des étiquettes. Là maintenant, on conduit la résection, on résèque le cerveau atteint par la tumeur en dehors des étiquettes, en dehors des zones fonctionnelles, sous contrôle de l'orthophoniste en permanence, qui réalise les tests en continu. Et dès qu'on détecte une erreur, on arrête et on passe à autre chose. Et si on est entouré d'erreurs, on arrête l'opération. On ne peut pas aller plus loin. La tumeur est bien évidemment envoyée en anatomopathologie pour analyse. Là, ici, vous avez la cavité de résection avec les étiquettes au fond qui matérialisaient les zones fonctionnelles. Et on va pouvoir rendormir le patient pour fermer tout ce que nous avons ouvert lors de l'abord chirurgical. Donc l'anesthésiste se positionne devant le malade et va le réintuber avec l'aide de l'infirmier anesthésiste qui prépare le matériel. Le patient est rendormi, il est bien stabilisé et nous fermons couche par couche tout ce que nous avons ouvert lors de l'abord. Ici, la méninge qui est suturée. Ensuite, nous allons fermer la boîte crânienne par du fil. Bon, c'est une méthode de fermeture comme une autre. Le muscle temporal qui est suturé. Et enfin, la peau qui est suturée comme ici par un surjet, comme en couture. Ensuite, donc le patient est réveillé comme une opération standard, etc. Alors cette technique, qui est la méthode de référence pour opérer les tumeurs cérébrales, n'est pas malheureusement éligible pour tous les malades. C'est-à-dire que, on a vu tout à l'heure, les patients qui ont des troubles neurologiques ne peuvent pas forcément réaliser les tests de manière fiable. Les patients qui ont des contre-indications ou qui sont trop âgés de la même manière ne peuvent pas faire ces tests-là. D'autre part, les effets physiologiques de la stimulation électrique directe, c'est-à-dire en fait la diffusion du courant électrique dans le cerveau, est mal connue. On sait très bien ce que ça fait chez le patient, on connaît les réponses, elles sont stéréotypées, ça a été démontré par de multiples essais, mais les effets physiologiques sont mal connus. Il existe donc une nécessité de développer une autre technique ou d'autres techniques d'identification de la connectivité, donc des faisceaux au bloc opératoire, pour les épargner chez des patients qui ne peuvent pas être réveillés, mais également de mieux élucider ces mécanismes d'action de la stimulation électrique directe pour savoir exactement comment ça agit sur les réseaux cérébraux. Il existe la tractographie, qui est une méthode moderne d'IRM en diffusion, c'est-à-dire c'est une acquisition en IRM un petit peu particulière. Et les équipes qui savent le faire reconstituent les faisceaux cérébraux, les faisceaux d'association, grâce à des modèles mathématiques. Ceci permet d'avoir une visualisation de la connectivité dite structurelle, c'est-à-dire de la structure du cerveau, par cette méthode de tractographie, mais c'est une méthode qui n'est pas encore assez fiable pour être transposée chez le malade pendant la chirurgie. Une autre technique d'identification de la connectivité, c'est de réaliser une électrocorticographie, c'est-à-dire qu'on stimule un point A du cerveau et on recueille un point B et on analyse la durée de transmission. Et de là, on infère le faisceau sous-jacent qui est porteur de ce signal-là. C'est ce qu'on appelle la connectivité effective. Et nous avons eu l'idée, avec une équipe de l'INRIA, Athéna, à Sophia Antipolis, de cumuler ces deux méthodes qu'ils maîtrisent chez les patients opérés en conditions éveillées, afin de faire des corrélations et des vérifications d'une méthode avec une autre. C'est un essai qui est terminé, les résultats sont publiés, on va voir tout à l'heure. L'idée était, chez les patients opérés en conditions éveillées, d'identifier des faisceaux d'intérêt et de stimuler le long de ces faisceaux pour recueillir le signal électrique et de faire les corrélations. Comment on procédait ? Les patients, avant l'opération, avaient une IRM dite en diffusion. L'INRIA
refaisait les faisceaux électriques par tractographie, les faisceaux d'intérêt. C'était essentiellement ce faisceau dit faisceau arqué, faisceau que l'on injectait ensuite au bloc opératoire dans la neuronavigation, ce qui nous permettait d'avoir ce faisceau en temps réel pendant l'opération sur un écran et de savoir exactement où il était situé. Par ailleurs, on réalisait la chirurgie éveillée, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, dans les conditions standards. On réalisait la cartographie fonctionnelle du cortex. Et en fin d'intervention, une fois que la tumeur était réséquée et le patient rendormi, on faisait les tests qui ne duraient pas plus de 5 minutes. On mettait les électrodes exactement sur la surface corticale dite fonctionnelle, en regard des faisceaux. On savait leur position grâce à la neuronavigation et au travail de l'INRIA sous-jacent. Et ensuite, on commençait les enregistrements électriques en stimulant avec le courant bipolaire et on recueillait le signal sur les électrodes. Signal qui était, comme on le voit ici, un enregistrement brut, illisible, mais qui était ensuite interprété après l'opération par l'équipe Athena de l'INRIA. Ils ont développé un script qui permettait d'identifier le pic d'intérêt, N1, et d'analyser non seulement sa vitesse de transmission, mais également son amplitude et sa position par rapport au site de stimulation. Est-ce qu'on recueillait le signal à distance ou juste à côté du site de stimulation? Les résultats étaient très intéressants, nous ont fait avancer dans le raisonnement, ont été publiés récemment dans une revue prestigieuse de neurosciences, nous ont permis de voir que le pic que l'on a identifié est bien le pic que l'on a provoqué par la stimulation et que la longueur médiane de diffusion de ce pic le long des faisceaux était environ sur 70 mm de distance. Ce qui peut paraître long, mais dans le cerveau, ce sont des distances courtes qui correspondent finalement très probablement à des fibres en U, c'est-à-dire qui relient une aire corticale à une autre qui est juste à côté, mais qui passe à l'intérieur du cerveau et qui forme un U. D'où la longueur qui paraît longue quand on le déplie, mais dans le cerveau, finalement, ça représente 3 cm en surface de distance. Donc on est resté un petit peu sur notre faim parce que nous avions l'idée d'identifier l'intégralité d'un faisceau qui a été répertorié en tractographie. C'est la raison pour laquelle nous sommes en train d'inclure des patients pour la deuxième étape, un nouveau projet, Connect-TC, dont le CHU est promoteur, le CHU de Nice. L'idée étant cette fois-ci de modifier un petit peu les paramètres de stimulation en augmentant l'intensité, en augmentant éventuellement l'écartement. On espère, en modifiant ces paramètres, qu'en stimulant une zone du faisceau, on espère recueillir un signal électrique à ses extrémités, comme ici en avant ou ici en arrière. Et on espère également qu'en stimulant le tronc du faisceau, on recueille également le signal électrique à ses extrémités. Donc c'est la deuxième étape. On n'a pas encore analysé les résultats. Nous sommes en train d'inclure. Donc au final, il s'agit là d'un travail collaboratif fructueux avec l'équipe de l'INRIA Athena, Sophia Antipolis. Cette collaboration est donc fructueuse et puis nous permet d'avancer dans le raisonnement. Cette étude est possible grâce au concours des neuroradiologues du CHU de Nice, les docteurs Mondo et Chanalet, grâce à l'équipe Athena qui maîtrise non seulement la tractographie, l'IRM de diffusion, mais également l'électrocorticographie. Donc je cite Patrick Philippiac, Théodore Papadopoulou, Maureen Claire et Rachid Deriche. Nous avions également une étudiante en master qui était chez eux, Marie Ono. Et la chirurgie éveillée est réalisée dans le service par moi-même, par le professeur Fontaine. Et c'est Charlotte Fernandez, l'orthophoniste, qui permet de faire des tests fiables en permanence. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Peut-être juste une ou deux questions pour enchaîner. Avant d'enchaîner, pardon. Est-ce que ce type de chirurgie n'a pas trop rallongé le temps opératoire ? Ça rallonge un petit peu le temps total de l'opération. Mais ce qui compte, c'est simplement la phase éveillée. Le patient peut faire les tests pendant 1h30, voire 2 heures, pour ceux qui ont le moins de problèmes cognitifs et qui peuvent faire les tests jusqu'au bout. Au bout de 1h30, 2 heures, en général, le patient commence à fatiguer. Les tests ne sont plus fiables et à ce moment-là, on ne peut plus avancer de manière fiable. En général, ça correspond au moment où on a déjà, nous, terminé notre phase. Si on a terminé avant, bien sûr, on rendort le patient avant. La durée totale est un petit peu rallongée parce qu'on a certaines précautions à prendre par rapport à l'ouverture et la fermeture, mais finalement, ça rallonge de très peu dans les équipes entraînées. Alors,
Et une autre question, vous avez parlé des équipes qui vous entourent, donc j'imagine que les anesthésistes sont formés, les infirmières de bloc. J'avais une question sur les autres, je dirais un peu les paramédicaux. Vous avez parlé d'orthophonistes, donc on voit bien quelle est la fonction de l'orthophoniste dans ce cadre, mais vous n'avez pas de neuropsychologue ou parce qu'on imagine qu'il y a d'autres fonctions qui sont plus difficiles à évaluer. Alors, nous travaillons indirectement avec une neuropsychologue sur ce sujet qui réalise les tests avant l'opération, après l'opération des patients, mais pas pendant l'opération, puisque à l'heure actuelle, nous n'avons malheureusement pas de neuropsychologue à demeure dans le service. Vous devriez en avoir pour ce type d'intervention. Ça serait bien, ça serait judicieux, c'est même nécessaire en effet. Ouais. Oui, parce qu'on peut imaginer qu'il y a certains effets qui relèvent de la neuropsychologie. Je ne sais pas, est-ce qu'un brusque changement d'humeur ou j'en sais rien. Alors, l'humeur est difficile à tester au bloc opératoire, mais il y a des fonctions cognitives en effet qui sont très bien évaluées par les neuropsychologues. Nos orthophonistes, et en particulier Madame Fernandez, arrivent à tester certaines fonctions cognitives de manière très fiable, mais d'autres peuvent être développées, d'autres peuvent être testées par des neuropsychologues. Mais il n'y a pas seulement pendant l'intervention, il y a aussi autour de l'intervention qui est important pour avoir un suivi du patient, savoir quel est son déficit neurocognitif précis, s'il en a plusieurs, pour pouvoir rééduquer derrière ou axer la rééducation afin de permettre une rééducation effective et efficace. Et puis, il y a tous les aspects recherche qui sont très importants, qui nous permettent de développer ces techniques, de nouveaux tests, de nouveaux outils. Ce matin, on a même cité l'intelligence artificielle, pourquoi pas. Et pour cela, on aurait besoin de neuropsychologues chercheurs, en plus de neuropsychologues cliniciens, pour nous permettre d'avancer dans le raisonnement. Tout à fait. On fait un petit appel, ça serait bien utile. Bon, bah écoutez, je crois qu'on a eu beaucoup de questions ce matin, quelques-unes. On vous remercie infiniment de vous être présenté à nouveau pour cette intervention passionnante qu'on retrouvera bien sûr sur l'écran. Et on va suivre avec grand intérêt l'évolution de ce projet. Majeur. On attend des résultats, d'après vous, des applications pour... On espère avoir des résultats dans 1 an, 1 an et demi. 1 an, 1 an et demi. Avec de gros bénéfices pour ces malades que vous décriviez comme inaccessibles. C'est le début de la vérification des algorithmes de tractographie. Il y aura d'autres études avec d'autres designs sûrement à monter pour vérifier après en temps réel chez le patient. Juste, et aucun refus de patient d'être opéré dans ces conditions ? Aucun. Zéro. Une crainte initiale, forcément, quand on leur apprend, pour une majorité de patients. On les rassure, Madame Fernandez les rassure, l'équipe d'anesthésie qui est rodée à cet exercice les rassure aussi beaucoup. Comme il n'y a pas de douleur et qu'il y a un accompagnement tout le long de l'intervention. Et puis, ils sont là pour travailler, donc ça les occupe beaucoup pendant l'intervention, donc le temps passe vite. Le temps passe plus vite. Il n'y a pas de souci. Donc tout le monde adhère. Ah oui, une question. Oui, on a une question de Mireille. Donc, sur Internet qui, en fait, demande au docteur Almerac comment on peut savoir quand on a des métastases au cerveau. Est-ce qu'il y a un moyen de se... Alors, si c'est un cas particulier, c'est compliqué de répondre, mais de manière générale... Est-ce qu'elles sont toutes symptomatiques ? Alors, elles peuvent ne pas l'être. En effet, il peut ne pas y avoir de symptômes. Alors, soit le patient est suivi déjà pour un cancer, il peut y avoir un suivi spécifique pour le cerveau pour certains cancers qui vont préférentiellement au cerveau. Ce n'est pas du tout le cas de tous les cancers. Dans beaucoup de cancers, il n'y a pas de surveillance cérébrale spécifique. Pour d'autres, en effet, il peut y avoir des symptômes qui apparaissent. Chez quelqu'un qui est suivi déjà pour un cancer ou qui est en cours de traitement pour un cancer, c'est vrai que ça nous fait nous poser la question de est-ce qu'il n'y a pas une métastase cérébrale ? Donc en général, ça débouche sur une imagerie cérébrale. Mais encore une fois, c'est du cas par cas. Donc je ne peux pas répondre pour les patients. Mais je pense qu'une réponse complémentaire, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, on soigne des métastases cérébrales par la chirurgie. Voilà, c'est presque... Vous me disiez quand on préparait, je dis aux patients, c'est une mauvaise nouvelle, mais ce n'est pas une nouvelle qui signe... Ce n'est pas une fatalité, en effet. C'est pas une fatalité. Alors, il y a beaucoup de paramètres à considérer, bien sûr. Le nombre de métastases, le statut du primitif, c'est-à-dire est-ce que le cancer de l'organe est bien contrôlé. Tout ça est à intégrer, à discuter avec l'oncologue. On ne peut pas répondre de manière générale, mais en effet, lorsque l'on peut opérer un patient d'une métastase cérébrale, c'est loin d'être une fatalité, au contraire. Ce sont des patients qui, en général, vont être tranquilles sur le plan cérébral par la suite.
Bah, merci, vraiment. Ah, encore une? Ah non, parce que là, on va dépasser les temps. Merci infiniment. On est Merci très à vous. admiratifs de ce que vous faites et vous êtes arrivé accompagné de jeunes collègues et donc des femmes neurochirurgiennes aussi. On attend beaucoup, beaucoup de vous. Merci infiniment.